Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin et d'ouvrir cette nouvelle édition de l'arrêté des comptes. Chaque année, je me pose la même question. Je dois vous parler de l'actualité sociale pouvant avoir un impact sur vos comptes, mais quelle actualité choisir? Cette année, j'ai décidé de vous parler de la transparence salariale et plus précisément de la directive européenne du 10 mai 2023, dite Pay Transparency. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde en parle. Et parce que beaucoup pensent que cette directive, lorsqu'elle aura été transposée, va profondément changer vos pratiques salariales et vos politiques salariales, en vous obligeant à parler d'un sujet, l'argent, dont vous n'aimez pas nécessairement parler beaucoup. Voyons maintenant comment ce passage du quasi-secret à la lumière et à la transparence va devoir s'opérer. On va commencer, si vous le voulez bien, par une présentation générale de la directive et de l'ensemble du processus de transposition de cette directive en droit français. Premier temps. Dans un deuxième temps, on s'intéressera plus particulièrement et plus longuement à l'apport de la directive. Qu'est-ce que la directive va changer en droit français? Et dernière chose, enfin, très rapidement, on fera un petit point de l'état des lieux de la transposition de la directive en Europe. Commençons d'abord par un panorama général de la directive et en revenant sur les objectifs poursuivis par cette directive. Quel est l'objectif de la directive du 10 mai 2023? L'objectif, il est simple, c'est de rendre plus effectif le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de même valeur. Plus largement, c'est de rendre plus effectif le principe de l'égalité des rémunérations tout court entre tous les salariés, quel que soit leur sexe, toujours pour un même travail ou un travail de même valeur. Alors, que faut-il entendre par travail de même valeur? Le travail de même valeur, il vise le cas où un groupe de salariés sont dans une situation comparable au regard des responsabilités, des compétences, des efforts, des conditions de travail requis pour effectuer ce travail de même valeur. Prenons un exemple. Un DRH qui est membre d'un comité de direction réalisera, selon la Cour de cassation, un travail de même valeur que le directeur financier qui appartient à ce même comité de direction. Et on observera que souvent la DRH est une femme et gagne moins que le directeur financier qui est un homme. Quand la directive va-t-elle devenir applicable? La date limite de transposition de la directive pour l'ensemble des États membres, et en particulier pour la France, c'est le 7 juin 2026. On est donc à peu près 8 mois de la transposition effective de la directive. Qui est concerné? Tous les employeurs du secteur public comme du secteur privé. L'ensemble des salariés ou des personnes liées à leur employeur par un contrat de travail. Les stagiaires en formation professionnelle continue sont également concernés. Ceux qui sont en formation initiale, c'est-à-dire liés par une convention de stage, ne sont pas concernés. Les apprentis qui sont des salariés sont également concernés, de même que les travailleurs intérimaires par exemple. Quel va être le niveau de protection qui est offert par cette directive? La directive le dit elle-même, elle offre un niveau de protection minimal. Mais les États membres peuvent offrir un niveau de protection supérieur. Surtout, quel va être l'effet de la directive? Eh bien, la directive, elle doit être transposée. Ce qui veut donc dire que la directive en elle-même n'a pas d'effet direct, horizontal comme on dit dans le jargon, ce qui veut dire clairement qu'un particulier ne peut pas l'invoquer à l'encontre d'un autre particulier. Un salarié ne pourra pas invoquer la directive contre un employeur. En revanche, il pourra s'appuyer sur les dispositions du droit français qui viennent transposer cette directive. Mais indépendamment de cette transposition, le juge, lorsqu'il aura appliqué les dispositions du droit français, va toujours interpréter les dispositions du droit français à la lumière de la directive, ce qui pourra conduire, le cas échéant, à tordre les dispositions du droit français pour les caler sur l'esprit ou le texte de la directive. Passons maintenant, j'allais dire, aux 3 grands piliers de la transparence salariale. Transparence avant l'embauche, transparence pendant le contrat et enfin obligation pour les entreprises de construire des indicateurs pour mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. On sait déjà que la construction de tels indicateurs est obligatoire via l'index de l'égalité professionnelle pour les hommes et les femmes qui existe mais qui devrait être entièrement refondu. On y reviendra tout à l'heure. Commençons d'abord par cette obligation de transparence avant l'embauche. C'est l'obligation qui est faite à l'employeur de communiquer, ou à l'employeur potentiel plus exactement,
de communiquer aux candidats à un emploi la rémunération pour le poste, ou à minima, la fourchette de rémunération. C'est aussi l'interdiction qui est faite à cet employeur potentiel de demander au candidat ses antécédents salariaux. Autrement dit, il ne pourra pas lui demander combien il gagne et combien il gagnait. C'est aussi l'interdiction qui est faite à cet employeur potentiel, ou à tout employeur de manière générale d'ailleurs, d'interdire à un salarié de divulguer sa rémunération à un autre employeur via une clause qui serait insérée dans son contrat de travail. Transparence également, et c'est un pilier très important, c'est le deuxième pilier pendant l'exécution du contrat. Cette transparence pendant l'exécution du contrat, c'est un droit à l'information sur les rémunérations qui est institué en faveur des salariés. Et ça veut donc dire que c'est le droit pour un salarié de demander à un employeur de recevoir par écrit des informations sur son niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens des salariés qui effectuent le même travail que lui ou un travail de même valeur. Et c'est l'obligation corrélative pour leur employeur de répondre à cette demande d'information dans un délai maximum de 2 mois. C'est aussi, et c'est la dernière obligation en termes de droit à l'information, l'obligation qui est faite à l'employeur tous les ans d'informer tous les salariés de leur droit de recevoir des informations sur les rémunérations. Dernière chose enfin, et dernier pilier dont je vous ai déjà dit un mot, c'est l'obligation dite de reporting, ou plus précisément l'obligation pour les employeurs d'une certaine taille de construire des indicateurs pour mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. C'est l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui existe déjà, on y reviendra. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que l'entrée en vigueur de ces nouveaux indicateurs va intervenir de manière échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l'entreprise. Mais on y reviendra plus précisément lorsqu'on va s'intéresser à la manière dont cet index de l'égalité professionnelle homme-femme qui existe aujourd'hui en France dans les entreprises d'au moins 50 salariés va se renforcer et va être entièrement refondu avec la transposition de la directive. Passons maintenant au processus général de transposition de la directive. C'est un processus en 3 temps. Première chose qu'il faut retenir en réalité, c'est que la directive comporte aujourd'hui 37 articles. Sur les 37 articles, 13 seulement seront transposés. Ce qui veut donc dire que 24 articles ne seront pas transposés puisque selon le ministère du Travail, il n'est pas nécessaire de les transposer. Première chose. Deuxième chose, la transposition de la directive va donner lieu à l'édiction de mesures législatives, de mesures réglementaires et à un accompagnement des entreprises, avec la mise en place d'un site ou d'un nouveau site sur l'égalité professionnelle et l'édition de questions-réponses pour mieux accompagner les entreprises dans l'application des dispositions de droit français transposant la directive. Troisième chose à retenir sur le sujet, c'est que des concertations ont déjà eu lieu au mois de mai 2025 entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Ces consultations auraient dû se clore avec une réunion finale qui aurait dû intervenir le 9 septembre 2025, mais elle n'a jamais eu lieu compte tenu de la démission de François Bayrou comme Premier ministre. On est donc aujourd'hui dans l'expectative et le calendrier de la transposition demeure flou. On peut s'attendre, on doit s'attendre à ce qu'un projet de loi de transposition de la directive soit présenté au cours du premier trimestre 2026. Venons-en maintenant, j'allais dire, à l'apport de la directive en droit français. Qu'est-ce qui va changer en droit français? Plusieurs volets dans cette transposition ou dans ces changements. Un, c'est la refonte de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On va y revenir. C'est le premier volet. Deuxième volet, nous allons aussi y revenir, c'est l'obligation, le renforcement de l'obligation de transparence salariale. Troisième volet, nous allons également y revenir dans quelques instants, c'est l'introduction de nouvelles sanctions et de nouvelles règles en matière de preuve en matière de discrimination. Et on s'interrogera enfin, pour finir sur cette transposition, sur faut-il attendre ou pas la transposition? Faut-il l'anticiper et comment l'anticiper? Mais commençons par le premier volet de cette transposition, de ce premier changement qui sera apporté au droit du travail français, c'est la refonte de l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, cet index existe et certains d'entre vous, au moins les DRH, le construisent. L'index de l'égalité homme-femme, il existe en France, il concerne les entreprises d'au moins 50 salariés et ces entreprises-là ont l'obligation chaque année
de construire cet index et de le publier au plus tard le 1er mars de l'année. Et les entreprises, comme vous le savez, qui obtiennent un score inférieur à 75 points sur 100, eh bien, doivent prendre des mesures correctives pour corriger ces écarts de rémunération dans un délai de 3 ans, faute de quoi elles s'exposent à une pénalité financière qui peut représenter 1% de la masse salariale. Et cet index comporte, selon la taille de l'entreprise, entre 4 et 5 indicateurs, 5 indicateurs pour les entreprises les plus grandes de plus de 250 salariés. L'idée de la directive, elle est simple, et la transposition en droit français de ces indicateurs est simple, c'est qu'on va mettre en place une refonte, on va refondre l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en substituant les 4 ou 5 indicateurs prévus par le droit français aux 7 indicateurs prévus par la directive. Qu'est-ce qu'il faut noter sur ces indicateurs? Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents indicateurs et les décrypter, ce serait trop long. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est au moins 2 choses. D'abord, le nombre d'indicateurs est plus long, puisqu'on passe de 4 à 5 indicateurs à 7 indicateurs. Deuxièmement, et de manière plus importante encore, les indicateurs prévus par la directive, qui demain seront les indicateurs prévus par le droit français, eh bien, ces indicateurs sont plus précis. Aujourd'hui, quand on s'intéresse aux écarts de rémunération, par exemple, on s'intéresse aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en examinant la rémunération globale des femmes et des hommes. Là, l'idée, c'est d'entrer dans plus de détails pour mieux mesurer ces écarts de rémunération. Ainsi, par exemple, on va s'intéresser aux écarts de rémunération hommes-femmes en regardant, par exemple, les composantes variables et complémentaires qui viennent s'ajouter au salaire de base. Donc, on ne va pas seulement examiner la rémunération globale, mais ses composantes variables et complémentaires. De la même manière, on va examiner ces écarts de rémunération en regardant ces écarts au niveau du salaire médian. Le salaire médian, c'est le salaire au-dessus duquel la moitié des salariés gagnent plus et la moitié des salariés gagnent moins. On va le faire aussi au niveau de chaque quartile de rémunération. Le quartile de rémunération, c'est quoi? Eh bien, c'est une répartition des rémunérations en 4 quarts. C'est comme si vous faisiez un gâteau. Et 4 parts dans ce gâteau. Premier quartile, les rémunérations les plus basses. Deuxième quartile, rémunération plus élevée. Troisième quartile, rémunération encore plus élevée. Et puis le 4e quartile, qui regroupe l'ensemble des rémunérations les plus élevées. Eh bien, on va examiner ces écarts au sein de chaque quartile. Dernier indicateur, probablement le plus important, c'est l'indicateur d'IG, c'est le 7e indicateur. On va examiner ces écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au niveau de chaque groupe de salariés effectuant le même travail ou un travail de même valeur. Examinons maintenant dans quelles conditions ce nouvel index va entrer en vigueur. C'est un tableau qui a été d'ailleurs présenté par le ministère du Travail et qui fait le point complet, de mon point de vue, sur les modalités d'application de ce nouvel index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entrée en vigueur de cet index, en réalité, il est échelonné dans le temps et va dépendre de la taille des entreprises. Vous aurez noté que l'index, comme l'index actuel, va s'appliquer aux entreprises d'au moins 50 salariés. Ces entreprises-là, indicateurs de A à F par exemple ici, donc les 6 premiers indicateurs, eh bien, dès 2027, ces entreprises-là devront produire ces indicateurs et elles devront le faire tous les ans, puisque la fréquence de déclaration est annuelle. Prenons l'exemple opposé, qui est les plus grandes entreprises. Là, les plus grandes entreprises, celles de plus de 250 salariés, devront produire l'ensemble des indicateurs pour mesurer ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, indicateurs de A à G. Elles devront le faire tous les ans et elles devront le faire dès 2027, dès le 7 juin 2027, c'est-à-dire 1 an après l'entrée en vigueur de la directive, puisque la directive entrera en vigueur le 7 juin 2026, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Passons maintenant, j'allais dire, à un deuxième volet de l'obligation de transparence salariale, c'est précisément le renforcement de cette obligation de transparence salariale. Et ce renforcement de l'obligation de transparence salariale, il comporte plusieurs aspects, 3 aspects, j'allais dire. Le premier, on va y revenir, c'est le droit à l'information du salarié. Le deuxième, c'est la révision des classifications. C'est le gros travail, on va y revenir, sur lequel les entreprises devront travailler. Troisième aspect, c'est ce que l'on appelle l'évaluation conjointe des écarts de rémunération. Pourquoi évaluation conjointe?
parce que c'est une évaluation qui est faite entre l'employeur et les représentants du personnel. Dans certains cas, on va y revenir dans un instant. Et puis, dernière chose, mais là c'est plutôt une atténuation à l'obligation de transparence salariale. On fixe des limites, et les limites sont simples, c'est la protection des données personnelles, le fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données. Revenons maintenant sur ces différents aspects et on finira par cette atténuation de l'obligation de transparence salariale qui est faite à l'employeur. 1. Le droit à l'information. Le droit à l'information, en réalité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et il va être retranscrit en droit français. C'est encore une fois le droit pour un salarié d'avoir des informations sur sa rémunération personnelle, sur les niveaux de rémunération moyens des salariés qui, comme lui, effectuent le même travail ou un travail de même valeur. 1. 2. C'est donc l'obligation pour l'employeur de communiquer ces informations lorsque le salarié lui aura demandé ces informations. Et il a un délai maximum de 2 mois pour le faire. Et il doit également, et c'est le deuxième volet de l'obligation qui est faite à l'employeur, il devra informer les salariés tous les ans qu'ils peuvent demander des informations sur les rémunérations. Et dernière chose, je voulais aussi indiquer tout à l'heure, c'est l'interdiction qui est faite à l'employeur d'interdire aux salariés de divulguer sa rémunération via en particulier une clause qui serait insérée dans son contrat de travail. C'est le premier aspect du renforcement de l'obligation de transparence salariale. Deuxième aspect qui va peser, de mon point de vue, lourdement sur les entreprises, c'est la révision des classifications. Alors pourquoi une révision des classifications? Eh bien parce que la directive impose aux États membres, et donc elle va imposer à l'État français, de mettre à la disposition des entreprises des outils pour que les entreprises puissent avoir des structures de rémunération qui garantissent l'effectivité du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour des salariés qui effectuent encore une fois le même travail ou un travail de valeur égale. Et donc ça va obliger les entreprises à construire des classifications pour classer les salariés en groupes de salariés qui effectuent le même travail ou un travail de même valeur. Ce travail de classification, il va d'abord être réalisé par les branches professionnelles. Mais les entreprises ne pourront pas échapper à ce travail, puisque de mon point de vue, elles ne pourront pas purement et simplement décliner les classifications établies par les branches professionnelles. Elles devront aussi également travailler sur ces classifications et à minima pour décliner la classification lorsqu'elle aura été effectuée par la branche. Troisième aspect de cet renforcement de l'obligation de transparence salariale, eh bien, c'est l'évaluation conjointe. Alors l'évaluation conjointe, c'est quoi? L'évaluation conjointe, c'est une idée simple. L'idée, c'est d'impliquer les représentants du personnel dans l'examen des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et dans l'examen des moyens qui devront être pris pour éliminer ces écarts ou à minima les réduire. Quand l'évaluation conjointe est nécessaire. D'abord, l'évaluation conjointe, elle concerne le 7e indicateur. Vous vous rappelez l'indicateur d'IG, c'est-à-dire la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans un groupe de salariés qui effectuent le même travail ou un travail de même valeur. Eh bien, cette évaluation conjointe, qui est une obligation pour l'employeur, et donc c'est l'immixtion des salariés, ou en tout cas de leurs représentants, dans la rémunération, devra intervenir lorsque l'écart est d'au moins 5%, c'est la première chose, lorsque l'employeur n'est pas en mesure de justifier par des arguments objectifs et non sexistes l'existence de ces écarts, et lorsqu'il n'a pas pris dans un délai de 6 mois des mesures correctives pour éliminer ou réduire ces écarts. Eh bien, dans cette hypothèse-là, l'évaluation conjointe, évaluation entre l'employeur et les représentants du personnel, le CSE en France, devra nécessairement intervenir. Dernière chose, et j'allais dire c'est un rempart à la transparence salariale, l'idée c'est oui à la transparence, mais pas trop de transparence, puisque la transparence doit se concilier avec l'obligation de protection des données personnelles. Et le fameux règlement RGPD. L'idée là, c'est que si l'employeur doit communiquer des informations dans le cadre de l'index, dans le cadre du droit à l'information des salariés sur leur rémunération, eh bien ces communications ne doivent pas permettre d'identifier la rémunération d'un salarié. Et dans cette hypothèse-là, ces données pourront être réservées à l'inspection du travail ou aux représentants du personnel. L'idée, elle est simple, c'est d'éviter qu'un salarié ne connaisse la rémunération de son voisin de bureau. Oui à la transparence, mais non à l'absence de données
protection des données personnelles en matière de rémunération. On passe maintenant, et c'est le dernier volet, j'allais dire, de cette transposition, c'est des nouvelles sanctions et de nouvelles règles aussi en matière de preuve. D'abord, nouvelles sanctions. L'idée, encore une fois, vous l'avez compris, c'est d'assurer l'effectivité du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Et pour assurer cette effectivité, bien des sanctions sont prévues. Ou plutôt, il faut renforcer des sanctions, puisque des sanctions, il en existe déjà en droit français. Des sanctions civiles, c'est la nullité de la mesure discriminatoire qui est prise, et puis des sanctions pénales. Mais en plus de ces sanctions, dans le cadre d'un renforcement de cet arsenal répressif, eh bien, il est prévu de créer de nouvelles sanctions, des sanctions administratives, des sanctions forfaitaires, ou des sanctions, j'allais dire, nouvelle génération, telles que celles qu'on en connaît avec l'index, et des sanctions, par exemple, qui seraient assises sur la masse salariale. Parce que vous rappelez que les entreprises qui obtiennent moins de 75 points et qui ne prennent pas des mesures correctives dans un certain délai peuvent être condamnées à une pénalité financière qui peut représenter 1% de la masse salariale. L'idée, c'est de s'inspirer de ce type de sanctions pour inventer de nouvelles sanctions. Dernière chose, les règles probatoires, la charge de la preuve. Sur les règles probatoires et la charge de la preuve, pour aller vite, l'idée d'abord, c'est de conserver la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est un aménagement de la charge de la preuve en faveur de la victime de discrimination. Puisque si vous êtes victime de discrimination, le salarié doit seulement présenter des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, et c'est à l'employeur de prouver que la mesure qu'il a prise est étrangère précisément à toute forme de discrimination. Eh bien, on va aller plus loin en procédant à un renversement de la charge de la preuve lorsque l'employeur n'aura pas satisfait à ses obligations de transparence salariale, lorsqu'il n'aura pas satisfait à son obligation de communiquer des informations aux salariés alors qu'il lui demande des informations sur les rémunérations, lorsqu'il n'aura pas établi ou mal établi son index sur l'égalité professionnelle homme-femme, eh bien, dans cette hypothèse-là, le salarié n'aura pas besoin de présenter des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination. Il appartiendra immédiatement à l'employeur, sans la moindre charge de la preuve pesant sur les épaules du salarié, il appartiendra immédiatement à l'employeur de prouver que la mesure qu'il a prise n'est pas une mesure discriminatoire. Dernière chose sur l'apport, et question que vous pouvez vous poser, c'est que faut-il faire? Wait and see, on attend et on voit. On attend la transposition de la directive. Une fois que la directive aura été transposée, 7 juin 2026, on agira. Ou faut-il anticiper? Écoutez, la recommandation, je pense qu'elle est simple. Il faut anticiper. Et pourquoi il faut anticiper? Parce que c'est, entre guillemets, tout bénef d'anticiper pour les entreprises. C'est bon pour la marque employeur. C'est bon, j'allais dire, en termes d'attractivité à l'égard des salariés. Et vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont sensibles aux enjeux de transparence salariale. Et c'est aussi créer un avantage concurrentiel de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Oui, donc 3 fois oui, il faut anticiper. La question centrale, c'est comment anticiper. Il y a un vrai travail en profondeur qui doit être fait, et j'insisterai sur un seul point seulement qui me paraît le plus important, c'est la refonte des classifications. C'est-à-dire retravailler ces processus RH, travailler des classifications qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart de rémunération injustifié. Et s'il y a des écarts, eh bien, il faut les corriger. Donc, un gros travail, j'allais dire, de préparation et de mise en route pour appliquer correctement les dispositions du droit français une fois qu'elles auront été transposées. Dernière chose, où en est-on en Europe sur l'état de la transposition? Je vous ai fait une petite carte ici, et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite carte? Plusieurs choses. La première chose d'abord, c'est que la transposition, ce n'est pas pour demain. On a encore du temps. Alors on dirait on a encore 8 mois devant nous. Ce seront 8 mois qui seront bien utilisés. La plupart des pays européens, comme vous pouvez le voir ici, sur les pays en grisé, n'ont pas transposé. C'est la première chose. Certains pays ont commencé à transposer en publiant un projet de transposition. Deuxième chose. Et puis, troisième chose, pour les pays qui ont commencé à transposer et donc à mettre en œuvre de manière effective cette transposition, eh bien, y compris pour ces pays-là, la transposition est partielle. Donc, le chemin de la transposition est encore devant nous. Voilà, j'en ai terminé avec la transparence salariale et je serais heureux de pouvoir répondre à des questions via le chat que vous pourriez avoir. Je laisse maintenant la place et la parole à la partie comptabilité
avec Irène et Eric.